je vais vous parler essentiellement du problème suivant, est-ce que l'énergie se conserve? Et bien évidemment, pour parler de la conservation de l'énergie, eh bien, il faut savoir ce qu'est l'énergie. Alors aujourd'hui, les physiciens ont parfaitement clarifié le concept, qu'ils maîtrisent. Ils en maîtrisent aussi le formalisme mathématique. Ils sont capables de faire des calculs de prédiction d'expériences diverses et variées qui sont vérifiées avec une précision remarquable. Et donc, le concept d'énergie et tout ce qui va autour, et on va en parler un petit peu, est parfaitement maîtrisé. Mais en réalité, définir ex abrupto à des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, si ça pouvait exister, ce qu'est l'énergie n'est pas si simple. Et en fait, le concept d'énergie s'est clarifié progressivement au cours des différents siècles passés. Et pour ceux qui sont intéressés par l'histoire scientifique des concepts théoriques, je vous recommande, on le trouve très facilement sur Internet, je vous recommande cet excellent papier de Roger Balian, qui est un de nos membres éminents de l'Académie des sciences, qui est un de nos meilleurs experts en thermodynamique et physique statistique, et qui a raconté la longue élaboration du concept d'énergie. Et entre autres, il explique qu'il a fallu plusieurs siècles pour dégager clairement l'idée d'énergie. C'est quelque chose dont on parle depuis l'Antiquité, mais qui était exprimé de manière floue et avec beaucoup de confusion dans les concepts auxquels on appliquait ce mot-là. Et même quelque chose que j'ai d'ailleurs découvert en préparant cet exposé, que j'ignorais, il explique dans ce papier que le mot énergie apparaît uniquement en 1875 dans la littérature scientifique française. C'est-à-dire que grosso modo, le mot énergie n'a été employé dans la littérature scientifique française qu'il y a à peu près 150 ans. Alors 150 ans, évidemment, c'est pas rien. Il n'empêche que 150 ans, c'est quand même relativement récent. Ce qui veut bien dire que le concept d'énergie, depuis qu'on en parle, et ça date de plusieurs siècles, a été utilisé dans des sens différents et avec des choses qu'aujourd'hui on appellerait différemment, parce qu'on a pu clarifier plein de choses différentes autour de l'énergie. Alors, si je voulais essayer de vous expliquer ce qu'est l'énergie, eh bien, une manière la plus simple de le dire, l'énergie, c'est ce qui me permet à une machine de fonctionner. Bon, avec ça, on ne va pas très loin, on n'est pas très avancé. On va dire c'est la capacité d'un système physique à effectuer un travail ou à induire un changement. Bien, alors on a introduit un mot, le mot travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travail? Eh bien, la physique d'aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 200 ans, mais la physique d'aujourd'hui nous dit le travail, ça se calcule en multipliant l'intensité d'une force par un déplacement. Lorsque un objet est déplacé par une force, eh bien, il y a un transfert d'énergie. Et d'un autre côté, et réciproquement, lorsqu'on effectue un travail, eh bien, on utilise de l'énergie. Donc, la relation clé entre le travail et l'énergie, c'est que la variation de l'énergie est égale au travail. Si vous découvriez ça pour la première fois, ce qui est évidemment le cas de personne aujourd'hui, parce qu'on a tous été au lycée, on a tous appris ce qu'était l'énergie, le travail au lycée, donc on a tous ça en tête. Mais si je racontais ça sous cette manière-là à quelqu'un du XVIIe siècle, il n'y comprendrait pas un mot, parce que là, on comprend à peu près ce que je veux dire, parce qu'on en a entendu parler, mais honnêtement, c'est pas très clair. Et en fait, le meilleur moyen de comprendre ce que c'est que l'énergie intuitivement, et sans faire de mathématiques, c'est essentiellement de donner des exemples. Alors je vais vous donner un exemple que tout le monde a, ou à peu près tout le monde a connu, parce que tout le monde a eu à un moment donné une voiture qui est tombée en panne, encore que maintenant ça arrive rarement, mais il y a quelques années ça arrivait souvent, et donc tout le monde a déjà poussé sa voiture. Eh bien, l'homme qui pousse sa voiture qui est tombée en panne pour l'amener à la prochaine station-service, il exerce une force de pousser avec ses jambes et ses bras sur la voiture, et cette force-là assure un transfert d'énergie vers la voiture, et ce transfert d'énergie permet à la vitesse de la voiture d'augmenter et à la voiture d'acquérir une certaine énergie cinétique. L'énergie cinétique, je le dirai tout à l'heure, mais je peux tout de suite le dire, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse de l'objet en mouvement et au carré de la vitesse. Et la voiture se met en mouvement, et cette force de poussée qui se déplace, elle effectue un travail qui est exactement égal à l'énergie cinétique acquise par la voiture. Donc on commence à voir avec cet exemple que tout le monde connaît, comment une force qui se déplace et qui exerce un travail peut concourir à apporter de l'énergie à un système qui reçoit cette force. Un autre exemple, c'est celui en cinétique des gaz en thermodynamique, d'un gaz qui est enfermé dans un piston et sur lequel on pousse.
lorsqu'on va pousser sur le piston, on exerce une force sur le piston, et donc cette force se déplace, puisqu'on pousse le piston, et cette force exerce donc effectue un certain travail, qui a pour effet de comprimer le gaz. Or, comme vous le savez, quand on comprime un gaz, on élève sa pression et sa température. Et l'élévation de température concourt à l'énergie thermique du gaz. Et le travail de la force qui se déplace quand on pousse sur le piston est égal à l'énergie thermique acquise par le gaz. Donc il y a un transfert là aussi. Le travail qu'on exerce se transforme en énergie. Tout à l'heure, c'était de l'énergie cinétique de la voiture. Là, c'est l'énergie thermique acquise par le gaz, mais comme nous allons le voir, une énergie thermique se réduit finalement à l'énergie cinétique des molécules du gaz. Donc tout, en définitive, revient à l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que l'énergie ? Avec les exemples que je viens de donner, on commence à en avoir une intuition, même si tout ce que je viens de dire n'est pas formel du tout. Eh bien, il existe, dans la manière actuelle de voir l'énergie, deux grandes formes d'énergie qu'on appelle l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et ces deux formes d'énergie sont en fait traduites sous de multiples formes. Il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie thermique, il y a l'énergie chimique, l'énergie nucléaire, l'énergie de masse. Vous avez tous entendu parler de ces différentes formes que peut prendre l'énergie. Alors, l'essentiel qu'on va voir dans la suite, c'est que l'énergie se conserve, et dans une première partie de mon exposé, c'est en tout cas ce que je vais supposer, l'énergie se conserve en se transformant d'une forme à l'autre. L'énergie électrique, elle est due au mouvement des électrons dans un conducteur. L'énergie thermique, elle est due, pour un gaz, au mouvement des molécules du gaz. L'énergie chimique, c'est de l'énergie potentielle qui est stockée dans les liaisons chimiques. Et ça, on l'a compris uniquement après l'invention de la mécanique quantique. La compréhension profonde de ce que fait que la liaison chimique n'a été possible que grâce à la mécanique quantique. Avant, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait, ça paraissait un peu magique ce qui se passait. Et la mécanique quantique a permis de comprendre comment fonctionnent les liaisons chimiques. Et l'énergie chimique est due à l'énergie potentielle qui est stockée dans les liaisons chimiques. L'énergie nucléaire est aussi une forme qu'évidemment on ignorait au XIXe siècle, qui est apparue au début du XXe siècle, et elle est due à la désintégration de certains atomes. Et enfin, l'énergie de masse, qui est apparue avec la fameuse relation que tout le monde connaît, même si tout le monde n'en comprend pas bien la signification, mais elle est passée dans le grand public, E égale mc2, qui montre l'équivalence entre la masse et l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Grosso modo, ça veut dire que de l'énergie de masse, enfin la masse plus exactement, peut se transformer en énergie, et par exemple, lorsque une particule se désintègre en deux particules dont la somme des masses est inférieure à la masse de la particule initiale, chacune des particules est animée d'une certaine vitesse, qui est de l'énergie cinétique, et donc on voit que de la masse s'est transformée, donc d'une part en autre masse, qui sont la masse des particules créées, et en énergie cinétique. Et inversement, en envoyant l'une contre l'autre des particules qui ont une grande énergie cinétique, on peut créer des particules de masse supérieure. C'est ce que les physiciens des grands collisionneurs de particules, notamment au CERN, constatent dans toutes leurs expériences. C'est exactement la base des expériences qui sont faites dans les expériences de physique des particules. Et donc tout cela, ce sont des exemples d'énergie qui se transforment d'une forme à l'autre. Alors là aussi, je vais prendre un exemple, cette fois-ci pour vous montrer non pas une forme thermique ou électrique, mais pour vous parler de la transition de l'énergie cinétique à l'énergie potentielle et vice-versa. On prend un pendule, et comme vous le voyez, ce pendule oscille, et lorsqu'il est à sa position la plus haute, à droite ou à gauche, eh bien, il a de l'énergie potentielle, et il a une vitesse nulle, donc son énergie cinétique est nulle, mais il a une énergie potentielle maximale. Puis il redescend, et quand il arrive en bas, à la position verticale, eh bien, dans cette position, son énergie cinétique est maximale, et il n'a plus d'énergie potentielle. Et entre les deux, eh bien, vous avez un passage permanent entre l'énergie cinétique acquise en bas et qui se transforme en énergie potentielle petit à petit jusqu'à ce que le pendule arrive à sa position maximale, et cette énergie potentielle se retransforme à nouveau en énergie cinétique quand le pendule redescend. Bon. Voilà donc un exemple extrêmement simple mais très illustratif du passage de l'énergie cinétique à l'énergie potentielle et vice-versa. Maintenant, prenons l'exemple un peu moins évident de glaçons dans un verre d'eau.
Qu'est-ce qui se passe quand on met un glaçon dans un verre d'eau pour boire un apéritif un peu plus frais? Eh bien, dans ce cadre-là, on a de l'énergie thermique de l'eau, qui est due, et on le sait maintenant, ça aussi, ce sont des choses qu'on a découvertes dans les 100-150 dernières années, mais qu'on ne savait pas avant. L'énergie thermique de l'eau est due à l'agitation des molécules d'eau. C'est l'énergie cinétique, en fait, des molécules d'eau. Et cette énergie thermique sert à casser les liaisons intermoléculaires solides du glaçon. Et donc, l'énergie thermique qui passe de l'eau au glaçon permet deux choses. Puisque l'eau perd de l'énergie thermique, sa température baisse. Et puisque les glaçons ont des liaisons qui créent sa solidité, qui se rompent sous le choc des molécules d'eau, eh bien, le glaçon fond. Et pendant tout ce processus de fonte du glaçon, le glaçon lui-même reste à 0 degré. Lorsqu'il a fini de fondre, la température de l'eau a baissé au niveau où elle ne baissera plus, puisque l'énergie thermique de l'eau va ensuite pouvoir faire des tas de choses, s'évaporer ou va pouvoir se réchauffer par interaction avec l'air ambiant, mais le glaçon aura séché d'agir. Et on a là un exemple de passage de l'énergie thermique de l'eau à une énergie qui permet de rompre les liaisons intermoléculaires pour faire baisser la température de l'eau. Donc encore un autre exemple de transformation d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. Alors, on parle de la conservation de l'énergie, et en physique, quand on parle de principe de conservation, on associe toujours cela à ce qu'on appelle des principes d'invariance. Les physiciens adorent à la fois les symétries et les principes d'invariance, et cela, c'est dû à une mathématicienne qui s'appelait Emmy Noether, qui est une mathématicienne qui était à cheval entre le 19e et le 20e siècle, elle est morte, je crois, en 1935 ou quelque chose comme ça, et qui a démontré qu'à toute transformation qui laisse invariant alors je vais expliquer ce qu'est le Lagrangien d'un système, mais à toute transformation qui laisse invariant le Lagrangien d'un système correspond une grandeur physique du système qui se conserve. Alors, le Lagrangien, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail, le Lagrangien c'est un outil mathématique, c'est une fonction des coordonnées de position et de vitesse qui est utilisée dans le formalisme dit Lagrangien qui permet de modéliser la dynamique des systèmes et qui est en fait égale à la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Bon. Ce qu'a démontré de manière extrêmement générale Emmy Noether, c'est que lorsqu'on a une transformation qui permet de laisser le Lagrangien invariant, eh bien, cela correspond à une grandeur physique du système qui se conserve, cette grandeur dépendant évidemment de la transformation qu'on va considérer. Et en ce qui concerne la translation dans le temps, ça correspond à l'énergie. Donc la conservation de l'énergie, qui est quelque chose qu'on peut exprimer sous une forme extrêmement intuitive, l'énergie se conserve, correspond à une formulation mathématique qui est beaucoup moins intuitive, qui est le fait que le Lagrangien du système correspondant est invariant par translation dans le temps. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un Lagrangien invariant par translation dans le temps? C'est pas très parlant comme ça, les mathématiciens comprennent très bien ce que c'est, mais qu'est-ce que ça signifie? En réalité, c'est très simple. L'invariance par translation dans le temps, c'est tout simplement le fait que les lois de la nature sont les mêmes à toute époque, on va le dire comme ça. Ou c'est aussi le fait de dire que si vous faites aujourd'hui une expérience et que vous la refaites demain, dans les mêmes conditions, toutes choses égales par ailleurs, eh bien vous allez retrouver les mêmes résultats. Bon, c'est plus précis que ça en réalité, mais intuitivement, c'est la meilleure représentation qu'on puisse avoir des choses. Grosso modo, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, se reproduira de la même manière demain. Et heureusement, parce que si tout devait changer tout le temps, comme disait la chanson d'Antoine, tout serait bien plus amusant. Ça, c'est ça, la vieille chanson des élucubrations d'Antoine, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette chanson, mais en fait, faire de la physique deviendrait extrêmement difficile parce qu'on ne pourrait jamais répliquer les mêmes choses dans les conditions identiques. Donc, l'invariance par translation dans le temps, c'est quelque chose qui est évidemment fondamental pour la stabilité du monde, et ça correspond en fait, on peut le démontrer, c'est pas évident, mais on peut le démontrer, c'est Emmy Noether qui a fait là la première, que ça correspond au fait que l'énergie se conserve. Alors, à partir de là, on va se dire, très bien tout ça, à quoi ça nous conduit? Et évidemment, une des premières choses à laquelle on pense, c'est ce fameux mouvement perpétuel, qui a été le fantasme depuis l'Antiquité de tous les gens qui ont un peu réfléchi à ce problème. Le mouvement perpétuel, c'est quoi? On doit pouvoir construire un dispositif qui ne s'arrête jamais. Si l'énergie se conserve, après tout, pourquoi pas? Et en fait, s'il n'y avait pas de frottement, un mouvement qui ne s'arrête jamais serait possible. Si je reprends mon pendule de tout à l'heure, eh bien, si on oublie qu'il y a la résistance de l'air, par exemple, on met le pendule dans le vide,
Et si on oublie qu'il y a du frottement là, au point d'attache de la corde, si on élimine tous ces frottements, eh bien le pendule ne s'arrête jamais, son énergie potentielle se retransforme en énergie cinétique, en énergie potentielle, et puis dans 100 milliards d'années, il continuera à osciller. Malheureusement, le monde réel, il y a des frottements. On ne sait pas les éliminer, même si on sait parfois les réduire très fortement, mais les éliminer totalement, on ne sait pas le faire. Et donc, ce pendule, il y a des pendules comme ça qu'on a fabriqués humainement et qui continuent à osciller très longtemps, mais ce n'est pas éternel. Donc le mouvement perpétuel sous cette forme-là, ça ne marche pas à cause des frottements. Mais en fait, il y a pire que ça. C'est que le fantasme de l'humanité, ce n'était pas un mouvement qui ne s'arrête jamais. C'est un mouvement perpétuel capable de fournir un travail qui permettait de jouer le rôle d'un moteur. Et ça, c'est encore mieux. Parce que si vous avez un mouvement perpétuel à qui vous n'avez pas besoin d'apporter de l'énergie, mais qui fournit lui-même de l'énergie pour fournir du travail et donc être une sorte de moteur qui ne s'arrête jamais, ça serait merveilleux. Fantasme de l'humanité auquel on a commencé à réfléchir dans l'Antiquité. Un des plus célèbres qui a réfléchi à ça et qui était génial et aussi très inventif, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a réfléchi à beaucoup de systèmes de mouvement perpétuel et malheureusement ça ne marche pas pour plusieurs raisons, mais la principale étant que l'énergie se conserve peut-être, mais en fait, on ne peut pas produire d'énergie à partir de rien, parce que si on produisait de l'énergie à partir de rien, elle ne se conserverait plus, on en créerait comme ça. Bon. Donc la conservation d'énergie, déjà, c'est difficile à cause des frottements, mais la création d'énergie ex nihilo, ça ne marche pas. Mais ça n'a pas découragé beaucoup de penseurs, et je peux même vous dire à titre personnel, que j'ai un peu touché ça de près parce que mon père était médecin, il était professeur de physiologie à la faculté de médecine, il était chef de service dans les hôpitaux, donc quelque chose de très concret, mais en même temps c'était un inventeur, il était extrêmement créatif et dans ses moments de loisirs, il adorait inventer des choses. Et à la fin de sa carrière, il s'est passionné pour le mouvement perpétuel et il a inventé en permanence des mouvements perpétuels très ingénieux. Je lui avais dit, ça ne marchait pas, je lui avais prouvé que c'était impossible, etc. Mais il ne voulait pas m'écouter. Toi, tu es physicien, ok, tu as tes idées, mais ça doit pouvoir marcher. Il ne voulait pas entendre raison. Et donc, vers la fin de sa vie, il m'a présenté lui-même des dizaines d'inventions plus géniales les unes que les autres, parce que c'était très sophistiqué ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il fallait que je me creuse la tête pour trouver la raison pour laquelle ça ne marche pas. Et je vous garantis, quelquefois, c'était pas simple, parce qu'il faisait des dispositifs extrêmement compliqués, y compris avec des aimants, des choses comme ça. Et lui prouver que ça ne marchait pas, en dehors de lui dire la physique montre que c'est impossible, eh ben, c'était pas évident. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'inventeurs qui continuent à dire les physiciens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est possible. Bon. Alors évidemment, au Moyen-Âge, on n'avait pas la physique d'aujourd'hui. Et en fait, vous voyez, voilà un exemple qui ressemble beaucoup d'ailleurs au mouvement perpétuel qu'avait inventé Léonard de Vinci. Alors c'était pas avec des trucs comme ça, c'était avec des petits crochets qui basculaient. Mais en fait, l'idée, elle est simple. C'est qu'on a l'impression, quand on met ça dans une certaine position et qu'on regarde, qu'à tout moment, il y a toujours un peu plus d'eau d'un côté que de l'autre, toujours du même côté, et donc ça va continuer à tourner. En fait, c'est faux, bien sûr. Mais dans l'esprit des inventeurs, beaucoup de dispositifs à roues comme ça qui ont été inventés sont des dispositifs extrêmement ingénieux dans lesquels, à tout moment, on a l'impression, quand on fait le bilan des forces, que ça tourne dans le même sens. Ce qui est faux, il y a une position d'équilibre à un endroit, et en réalité, évidemment, ça ne marche pas, sinon ça se saurait. Mais ce sont des mouvements de ce type-là qui ont été inventés par des tas d'inventeurs, et Léonard de Vinci a été un des premiers à inventer quelque chose sur ce modèle-là. Bon, alors on va revenir maintenant à des choses beaucoup plus terre-à-terre, si j'ose dire, parce que ça va aller dans le sens de ce que nous disions sur la conservation de l'énergie. C'est la découverte de neutrinos, et notamment c'est lié à la découverte de la radioactivité bêta. En deux mots, la radioactivité bêta qui a été découverte au début du siècle, du XXe siècle, c'est essentiellement les noms associés à ça, c'est Becquerel et c'est Pierre et Marie Curie. Grosso modo, ça consiste à dire que certains noyaux, alors un noyau d'atomes, vous savez que les atomes sont faits avec des noyaux constitués de protons et de neutrons, des électrons qui tournent autour, et on caractérise un noyau par son nombre de protons Z et le nombre total de nucléons A, qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc A, c'est Z plus le nombre de neutrons. Et on a constaté en radioactivité bêta que certains noyaux, ZA, se désintègrent en noyau Z plus 1A, ce qui veut dire que le noyau, un des neutrons du noyau, se désintègre en un proton. Le noyau est donc avec le même nombre de nucléons, mais il y a un neutron en moins et un proton en plus.
et ça s'accompagne de l'émission d'un électron. Bien. Alors, un exemple de cela, mais ce n'est pas avec ça que ça a été découvert, mais qu'on peut donner comme exemple, c'est le tritium-3, qui est un isotope radioactif de l'hydrogène, qui se désintègre en hélium-3, qui est un isotope stable de l'hélium-4, avec émission d'un électron. Et lorsque on a découvert cela, alors c'était encore une fois, c'était pas avec du tritium, c'était à l'époque, c'était l'uranium qu'on avait découvert en premier. Eh bien, quand on mesurait l'énergie, on trouvait qu'il y avait un déficit d'énergie. Et Bohr, à l'époque, alors Bohr, vous savez que c'est la figure mythique de tous les physiciens quantiques du XXe siècle, c'est un des pères fondateurs de la mécanique quantique, et Bohr avait remis en cause à ce moment-là la possibilité que l'énergie soit conservée. Et même Marie Curie, à ce moment-là, pendant quelque temps, a caressé un peu l'idée que l'énergie soit conservée ou pas, parce qu'on constatait qu'il y avait une perte d'énergie. Et c'est Wolfgang Pauli, un autre des grands physiciens du XXe siècle qui ont contribué à la mécanique quantique, qui, pour sauvegarder le principe de conservation de l'énergie, a émis l'hypothèse qu'il devait exister une particule qu'on n'avait pas vue, et qui était là pour sauver la conservation de l'énergie. Et il a dit, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le proton qui se désintègre en un neutron avec un électron. Ces neutrons donnent protons, plus électrons, plus une autre particule. Alors, il y a eu des errements sur le nom de la particule, et finalement, le nom qui a été retenu à la fin, c'est neutrino. Alors, pourquoi c'est un antineutrino? Bon, on va passer là-dessus, c'est pour conservation de ce qu'on appelle le nombre leptonique, mais ça n'a aucune importance ici. Ce qui est important, c'est qu'en réalité, le neutron, quand il se désintègre, eh bien, il donne naissance à un proton, un électron, à un antineutrino. Et que lorsqu'on fait la somme, cette fois-ci, le bilan énergétique de l'ensemble, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que l'énergie de masse du neutron, qui est légèrement supérieure à la somme de celle du proton, de l'électron et de l'antineutrino, eh bien, c'est environ 0,7 MeV l'excès de masse. Il est transformé, quand on fait le bilan, en énergie cinétique des particules qui sont issues de la désintégration, et donc il y a conservation parfaite de l'énergie. Alors je trouve ça extrêmement intéressant, d'abord parce que c'est une très bonne illustration du fait que la conservation de l'énergie, même en radioactivité bêta, ça marche très bien. Mais la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est intéressant sur le plan historique parce que c'est un des exemples, c'est pas le seul, vous savez, il y a aussi la découverte de Neptune, mais c'est un des exemples dans lequel un raisonnement théorique sur des observations a permis de faire la prédiction de l'existence d'un objet. Vous savez que Le Verrier et Adams ont imaginé qu'il devait y avoir l'existence de la planète Neptune à cause des déviations d'orbite par rapport à ce qu'on observait. Et là, je rapproche ça de ce type de prédiction parce que Pauli a inventé l'idée qu'il devait y avoir une particule qu'on ne connaissait pas pour préserver la conservation de l'énergie. Il a prédit, et effectivement, cette particule a été observée 5 ans plus tard, en 1936. Et c'est le neutrino. Voilà. Donc, premier exemple qui me semble riche d'enseignements sur beaucoup de choses, mais où l'énergie est conservée. Alors, je vais maintenant passer à des choses qui sont, puisque j'ai montré plein d'exemples et que j'ai expliqué assez largement comment l'énergie est conservée, essayons de voir et d'explorer les pistes dans lesquelles on pourrait dire qu'il y a violation de la conservation de l'énergie. Bon. Alors, une des plus anciennes et des plus intéressantes, me semble-t-il, ou des plus ludiques, c'est la théorie de l'état stationnaire, qu'on appelle aussi théorie de la création continue, qui a été inventée principalement par Fred Hoyle et ses collègues Bondy et Gold. Fred Hoyle, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, c'est celui qui a donné son nom au Big Bang. C'est lui qui a trouvé le nom Big Bang, et il ne l'a pas trouvé de manière sympathique, au sens où c'était un critique du Big Bang. Il n'y croyait pas. Il a appelé ça Big Bang pour se moquer du Big Bang en disant qu'est-ce que c'est que cette théorie? Le Big Bang, bon, ça a explosé. Et il avait, lui, cette théorie qui consistait à dire l'univers, il est infini, et il est uniforme, mais comme on avait déjà découvert à cette époque-là, c'est pour ça qu'on a créé le Big Bang, l'expansion de l'univers, ça posait un problème. Parce que si l'univers s'étend, forcément il se dilue. Or, pour Hoyle, ce n'était pas possible, l'univers était statique. Même s'il s'étendait, il devait rester identique à lui-même. Ce n'est pas qu'il était statique, c'est qu'il devait rester identique à lui-même, et donc la densité devait rester la même. Comment fait-on pour avoir une densité qui reste la même dans quelque chose qui se dilue? Tout simplement, si spontanément apparaît la matière, au taux qui est le bon,
eh ben, on ne se rendra pas compte que ça se dilue, parce qu'il y aura la matière qu'il faut toujours au bon moment, et cette matière, elle apparaît. Et c'est ça, la théorie de la création continue de Fred Hoyle. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait comme taux? Alors, il faut se rassurer, le taux nécessaire à son époque, avec les données cosmologiques de 1940, hein, c'est plus les mêmes aujourd'hui, hein. Mais à cette époque-là, il suffisait d'une particule de la masse du proton par litre et par milliard d'années pour maintenir l'univers dans son état tel qu'on le voyait à l'époque. Bon. Ça veut dire qu'il y avait peu de chances de voir apparaître une bouteille d'eau brusquement sur la table ici, ou que tout d'un coup dans la rue, il y a un immeuble qui se dresse devant vous alors qu'il n'y était pas la seconde d'avant, c'est pas du tout cet ordre de grandeur. C'est un proton par litre et par milliard d'années, donc c'est quasiment inimaginable de le voir, sauf à faire des expériences. Je ne sais même pas, il faudrait savoir si ce taux de création serait visible même dans les laboratoires actuels, je ne sais pas. Ça me paraît un peu limite, bon, même beaucoup. Donc cette théorie violait évidemment la conservation de l'énergie, puisque il y avait de la création spontanée. Elle est complètement abandonnée, je vous rassure aujourd'hui. Non seulement elle a été abandonnée il y a longtemps, mais elle n'est absolument plus en conformité avec les données cosmologiques modernes qui ont, depuis 20 ou 30 ans, été révolutionnaires par rapport à tout ce que nous avons appris. Et évidemment, ça ne colle pas du tout. Donc voilà une première tentative. Une deuxième tentative qui a été faite elle aussi par un des grands physiciens du XXe siècle, c'est Paul Dirac, qui avait à un moment donné caressé l'idée selon laquelle les constantes physiques fondamentales changent dans le temps avec l'expansion de l'univers. Et c'est vrai que les constantes physiques fondamentales qu'on a, on les voit aujourd'hui, on les mesure aujourd'hui, c'est mesuré très précisément. Mais on pourrait imaginer un scénario dans lequel ces constantes ont changé dans l'histoire de l'univers et qu'elles n'étaient pas les mêmes au temps du Big Bang et qu'elles seront différentes dans 100 milliards d'années. Bon. Et Dirac a pas mal étudié cette idée-là, et notamment il a pensé, parce que c'est la constante d'une certaine manière la plus emblématique de nos théories, à la constante de gravitation. Donc imaginons que la constante de gravitation ait changé au cours du temps, et c'est ce que Dirac proposait. Eh bien, non. Ça ne marche pas. Alors, avant de dire pourquoi ça ne marche pas, je peux déjà vous dire ce que ça impliquerait, parce qu'on est en train de parler de conservation de l'énergie, et là, je vous parle de variation des constantes physiques. Pourquoi ça aurait une conséquence sur la conservation de l'énergie? Parce que si les constantes fondamentales changeaient, il n'y aurait plus invariance par translation dans le temps. Et comme je vous expliquais tout à l'heure que l'invariance par translation dans le temps, c'est équivalent à la conservation de l'énergie, la variation de constante impliquerait une non-invariance de translation dans le temps, et donc une non-conservation de l'énergie. Bon. Alors, je vous rassure, là aussi, il y a des expériences très récentes, des observations très récentes, qui ont été faites sur des galaxies lointaines, et en fait, on n'a constaté aucun changement de la valeur de la constante de gravitation à 10-18 près sur les 11 derniers milliards d'années. Bon. Donc, constance de G à 10-18 sur les 11 derniers milliards d'années, on peut considérer avec une certaine tranquillité que G est relativement constant. En tout cas, si G change, on ne va pas s'envoler demain ou avoir notre poids qui change du jour au lendemain. Ce n'est pas la bonne solution pour maigrir, en tout cas, ou pour perdre du poids. Donc, encore une fois, tentative d'aller dans des hypothèses qui supposent une non-conservation, mais ça ne marche pas. La théorie de Ghirardi-Rimini-Weber. Alors ça, c'est un peu plus moderne encore. Cette théorie est une modification de la mécanique quantique qui a été créée dans le but de résoudre ce qu'on appelle le problème de la mesure en mécanique quantique. Il faudrait 10 conférences pour parler du problème de la mesure, donc je vais aller extrêmement vite. Le problème de la mesure vient du fait qu'en mécanique quantique, on a deux postulats d'évolution qui existent pour décrire la dynamique d'un système. Un postulat qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est une équation linéaire et qui décrit l'évolution d'un système tant qu'on ne l'observe pas. Et un postulat qu'on appelle souvent le principe de réduction du paquet d'ondes et qui est un postulat qu'on doit appliquer lorsqu'on fait une observation. Or, les deux postulats d'évolution donnent des évolutions totalement différentes, on ne peut pas ramener l'un à l'autre. Et le gros problème de la mécanique quantique, c'est qu'elle est incapable, dans son formalisme standard, de définir précisément ce qu'est une mesure. Donc ça a donné lieu à une littérature extrêmement vaste. Plein d'hypothèses ont été faites, plein de théories, plein d'interprétations, et une d'entre elles s'appelle la théorie de Ghirardi-Rimini-Weber, et elle suppose qu'elle modifie l'équation de Schrödinger en ajoutant un terme stochastique dans l'équation de Schrödinger qui n'est plus une équation linéaire, et qui est responsable de la localisation spontanée des états superposés de la mécanique quantique. Bon,
Je vais aller vite là-dessus parce que c'est très intéressant, je serais ravi d'en parler beaucoup plus longuement, mais on n'a pas le temps. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, en mécanique quantique, vous avez ce qu'on appelle des états superposés, ce qui veut dire qu'un objet peut être dans un état où on ne sait pas décrire sa position précise parce qu'elle est diffuse. Et ce que permet la théorie de Guerard-Rimini-Weber, c'est que, spontanément, eh bien, la particule se localise à un endroit. Et cette localisation se fait avec un taux d'effondrement qu'on ajuste. Alors c'est un paramètre qui n'est pas précis du tout, mais de l'ordre de la probabilité pour une particule de se localiser est de l'ordre de 10-8 par seconde. Bon. Ça aboutit à un échauffement, parce qu'à partir du moment où vous avez quelque chose de diffus et que ça se recontracte, et puis il y a les histoires de relation d'incertitude qui fait que plus la position est localisée, plus l'incertitude sur l'impulsion est grande. Et quand vous avez une incertitude sur l'impulsion, c'est la quantité de mouvement, ben, l'énergie augmente aussi. Et donc ça aboutit à un échauffement spontané du système qui est de l'ordre de 10-21 joules par seconde pour un objet de la taille d'un ballon de football, en quelque sorte. Bon. Alors là aussi, pour le moment, on est à la limite de ce qui est expérimentalement faisable. On n'en est pas très loin. Mais tous les collègues que j'ai interrogés là-dessus disent que pour le moment on ne l'a pas constaté et qu'il n'y a pas de réponse définitive. Donc c'est peut-être oui, mais en tout cas on ne l'a pas montré. Mais je pense que d'ici quelques années, on aura des expériences assez précises, parce qu'il y a des expériences en cours, qui permettront de savoir si oui ou non il y a ce que prédit la théorie GRW. Et là on aurait une violation éventuelle. Mon avis personnel, mais c'est un peu comme jouer au tiercé, je n'y crois pas. Voilà, je pense que ça ne marchera pas. Mais je peux complètement me tromper, et peut-être que dans 10 ans, on aura une expérience qui montre qu'effectivement ça marche, mais je suis sceptique. Je termine maintenant par la théorie la plus récente et la plus hypothétique, et de laquelle je vais le moins vous parler, parce qu'elle est très technique et très peu claire pour le moment, et en tout cas avec beaucoup de choses que moi-même je ne comprends pas, parce que ce n'est pas mon domaine direct. C'est ce qu'on appelle la violation de la conservation dans la gravité unimodulaire. La gravité unimodulaire est une modification de la relativité générale. Et il se trouve que quand on se place dans cette théorie modifiée de la relativité générale et qu'on suppose qu'il y a une violation de la conservation de l'énergie qui provient, alors les auteurs du papier, qui date d'il y a 2 ans, disent eux-mêmes qu'ils n'en savent rien, mais que ça pourrait provenir du fait que la mécanique quantique est associée à la théorie, c'est la théorie de Rimini-Weber, et que donc il y a un collapse spontané, bon, mais que si ça ne marche pas, ça peut aussi provenir d'une théorie de la gravité quantique dont personne ne dispose aujourd'hui, mais qui donne un espace-temps discrétisé à l'échelle de Planck, et qu'avec un espace-temps discrétisé à l'échelle de Planck, comme vous avez des discontinuités, vous avez forcément des violations à ce moment-là de choses continues comme la conservation, mais ils ne se prononcent pas, ils disent on suppose qu'il y a ça. Or, s'il y a ça, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'il montre que ces violations de la conservation de l'énergie contribuent à la constante cosmologique, qui est une des grandes énigmes de la physique d'aujourd'hui. Donc, je le cite simplement parce que je trouve ça, d'abord, c'est un peu excitant intellectuellement parlant, même si, très honnêtement, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ont compris réellement le fond de ce papier et ce qu'il veut dire. Mais il y a des tentatives, et là, dans mon panorama un peu générique des violations de la conservation de l'énergie, j'ai trouvé amusant de vous le citer. Voilà. Mais avec toutes les précautions d'usage, et ce sont des travaux à venir qui, pour le moment, sont loin d'être confirmés. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Je vais être très prudent. La violation de la conservation de l'énergie, oui ou non ? Je dirais que c'est une question qui reste ouverte. Donc je vous dirais ni oui ni non. D'ailleurs, ça me rappelle la conclusion de l'exposé que j'ai fait ici il y a 2 ans sur le hasard, parce que la question qu'on m'avait demandé d'exposer, c'était la mécanique quantique démontre-t-elle l'indéterminisme ? Et là, j'aurais pu garder le même transparent de fin, j'avais dit la question reste ouverte. Donc on ne peut jamais vraiment conclure sur ces questions-là. Il faut toujours être très prudent. Mais en revanche, on peut dire une chose qui est certaine, c'est que si jamais il y a violation de la conservation de l'énergie, c'est à des niveaux qui n'ont aucun impact directement visible, bien sûr, aucun impact à l'échelle macroscopique de notre environnement quotidien, sinon on s'en serait rendu compte depuis longtemps, mais je dirais même que pour le moment, il n'y a aucune expérience répertoriée et validée qui a montré cette violation de la conservation de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas, c'est pour ça que je suis prudent, mais si on en trouve, ça sera avec des degrés de petitesse extrêmes, parce que maintenant on a des expériences qui sont d'une précision absolument faramineuse, et donc s'il y a violation de la conservation de l'énergie, elle sera infime. Et ça arrivera peut-être ou pas, mais là je ne suis pas capable de répondre.
Voilà, je vous remercie. Tu expliques qu'il n'y a pas d'évidence de la non-conservation de l'énergie. Bon, ça a été érigé en principe, en fait, puisque je rappelle que c'est le premier principe de la thermodynamique. C'est pas parce que c'est érigé en principe que c'est vrai, mais aujourd'hui, ça reste un principe. Je vais prendre l'exemple plutôt du deuxième principe de la thermodynamique, qui est celui des expériences de ton père, qui sont très intéressantes. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les maquettes. Et là aussi, on l'a érigé en principe. Mais a priori, aujourd'hui, ce deuxième principe a l'air d'être beaucoup plus fondé que le premier principe, parce que, en fait, on a abandonné l'idée même de produire de l'énergie à partir de l'énergie thermique, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'interroge encore sur le premier principe? Excuse-moi, une question un peu triviale, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une asymétrie entre ces deux principes? Pourquoi, par exemple, l'Académie aujourd'hui refuse les papiers sur le second principe et pas sur le premier principe? Alors, d'abord, je suis bien incapable de confirmer que l'Académie refuse les papiers sur l'un et pas sur l'autre. Je pense que les papiers un peu farfelus sont toujours refusés, quel que soit le principe qu'ils attaquent. Maintenant, je pense que tu as renversé la question. Là, j'ai exploré à titre ludique, on va dire, les théories ou les tentatives dans l'histoire qui ont tenté de mettre en cause la conservation de l'énergie, en disant, et ça je suis d'accord, que c'est pas parce que c'est érigé en principe que c'est immuable et qu'il y a beaucoup de principes qui ont été balayés dans l'histoire. Donc on peut très bien les balayer, ça peut introduire des révolutions intéressantes ou pas. Mais les gens qui font cela, ça n'est pas pour contrer le principe de conservation de l'énergie, c'est qu'ils émettent des idées qui peuvent être intéressantes pour d'autres raisons et qui, comme on dit, dégâts collatéraux, violent le principe. Et donc on se demande si c'est possible ou pas. Mais c'est pas parce qu'ils veulent violer le principe de conservation de l'énergie que ces gens-là ont émis ces idées. Ils ont des idées qui sont motivées par d'autres raisons, et il se trouve que ça viole le principe de conservation de l'énergie, donc ça pose un problème de base, mais on ne les rejette pas a priori. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça va, que dans l'idée d'être motivé par « je veux violer le principe de conservation de l'énergie », ce que personne n'a en tête. Enfin, personne, en tout cas, ce n'est pas les tentatives dont j'ai parlé. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une autre question dans la salle? Ou est-ce que nous allons pouvoir du coup passer à la synthèse? Une petite question? Je voulais savoir qu'est-ce que l'énergie noire et en quoi pourrait-elle remettre en cause la conservation? Alors l'énergie noire, je vais renvoyer à l'exposé de mon ami Bruno qui est ici et qui va parler demain et qui va justement aborder le thème de l'énergie noire. Mais l'énergie, je ne vais pas te dire ce qu'est l'énergie noire, d'ailleurs il ne le dira pas non plus puisqu'on ne sait pas ce que c'est, ou on a du mal enfin, à vraiment savoir ce que c'est, même si on a des pistes. En revanche, ça ne remet pas en cause le principe de conservation de l'énergie, c'est-à-dire que quand on parle de ce type d'énergie, on a besoin de cela pour expliquer un certain nombre de choses, mais on est complètement dans le cadre du respect de la conservation de l'énergie, même avec l'énergie noire. Donc je vais passer à la synthèse de cette conférence intitulée « L'énergie se conserve-t-elle » Mais qu'est-ce que l'énergie? C'est la première question que vous avez posée. Même si c'est un concept, vous l'avez dit, bien maîtrisé par les physiciens théoriciens, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à définir spontanément, à vulgariser à chaud. D'autant plus que c'est un terme qui, historiquement, a eu beaucoup d'acceptions, différents sens, même en dehors de la physique. Et vous avez rappelé qu'il apparaît en France uniquement à partir de 1875 en physique. Et j'ajouterais que dans l'une des premières formulations du premier principe de la thermodynamique par Helmholtz, si je me souviens bien, en 1849, Helmholtz utilisait le terme Kraft en allemand, donc ce qu'on traduit par force. Et c'est dire que cet errement sémantique qui intervient encore au milieu du 19e siècle traduit cette difficulté à clarifier le concept d'énergie, ce qui sera fait dans les décennies qui suivent. Alors vous avez vous-même tenté de définir
l'énergie comme d'abord la capacité d'un système à effectuer un travail, à induire un changement. Et puis de façon plus précise, vous avez rappelé que c'est à la fois les deux faces d'une pièce, à la fois l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, sachant que l'énergie elle-même peut prendre une grande multiplicité de formes. Et que, en passant d'une forme à l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie est soumise à ce fameux principe de conservation, qui est lié à un principe d'invariance, en l'occurrence via le théorème de Noether que vous avez rappelé, qui montre en particulier pour ce qui est de la conservation de l'énergie, que celle-ci est le miroir en quelque sorte d'une symétrie temporelle, qu'il y a équivalence donc entre la symétrie temporelle et la conservation de l'énergie, ce qui peut se traduire par l'idée que les lois physiques ne changent pas au cours du temps, du moins en première approximation, c'est ce que l'on peut dire. Alors on pourrait penser que c'est une excellente nouvelle, car on pourrait créer un mouvement perpétuel avec ce rêve, notamment entretenu par Léonard de Vinci, vous l'avez dit, que l'on pourrait avoir des moteurs perpétuels. Oui, mais malheureusement, dans le monde réel, il y a des frottements, et donc ce rêve ne restera probablement qu'une utopie, à moins qu'on arrive un jour à violer ce sacro-saint principe de conservation de l'énergie. C'est là que vous avez commencé à décliner plusieurs exemples. Un premier exemple d'application heuristique, je dirais, de ce principe que je vais détailler, et puis 4 autres exemples qui vont tenter d'attaquer justement ce principe de conservation. Le premier exemple donc, est basé sur la radioactivité bêta, où on croyait qu'un neutron au départ se transformait uniquement en un proton et un électron. Vous avez évoqué à cet instant l'idée que Bohr, par exemple, a commencé à remettre en cause la conservation de l'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie BKS, avec Kramer et Slater, donc en 1924, avec l'idée que peut-être à l'échelle microscopique, l'énergie n'est conservée éventuellement que statistiquement, mais cette théorie a été discréditée par l'expérience. Cela dit, elle aura quand même un rôle historique important, puisqu'elle conduira au développement de la mécanique quantique. Paoli, donc, pour revenir à ce problème de la radioactivité bêta, va proposer une solution d'ordre ontologique. Étienne Klein, qui a eu l'occasion d'intervenir à Time World les années passées, fait souvent cette distinction dans l'histoire entre les solutions législatives, donc qui portent sur les lois physiques, et les solutions ontologiques, qui consistent à rajouter au mobilier de l'univers des particules en particulier. Et là, c'est ce qui a été fait notamment par Paoli en 1931, qui propose donc le neutrino, ici donc dans la réaction de radioactivité bêta, c'est un antineutrino, mais c'est un peu la même idée, antineutrino, qui sera observé en 1956. Alors après, les autres exemples, donc, comme je le disais, étaient destinés à attaquer ce principe de conservation avec cette idée que quand même on fera certainement les plus grandes découvertes à l'avenir en tentant d'aller violer des principes aussi solidement établis que le principe de conservation, de même qu'on tente par exemple au CERN de violer le modèle standard dans le but de rechercher une nouvelle physique beyond standard model, donc au-delà du modèle standard. Donc, le premier exemple, je vais rapidement redonner les 4, c'était cette idée que la conservation de l'énergie pourrait être incompatible avec une idée de création spontanée, donc ça a été discrédité aussi, ou en tout cas abandonné. Un exemple avec Dirac qui a proposé que les constantes pouvaient évoluer au cours du temps comme la constante gravitationnelle, ce qui a été aussi rendu incompatible avec les observations. Je parle souvent de contrôle, mais que Lise Moulin a proposé aussi ce genre d'idée pour les lois physiques, mais bon, vous pourrez de façon un peu différente. Un quatrième exemple à propos de la théorie GRW, avec cette idée que la réduction du paquet d'ondes pourrait se produire spontanément. Et là, peut-être, l'expérience pourra-t-elle un jour à donner lieu à de possibles tests de cette idée. Et puis donc, un dernier exemple sur la violation de la conservation dans la théorie de la gravité unimodulaire, donc théorie modifiée de la relativité générale, qui pourrait conduire donc à une violation à l'échelle infiniment petite, là où l'espace-temps est considéré comme discret. Mais ça, c'est encore très spéculatif, et donc l'avenir nous dira si un jour le principe de conservation de l'énergie est violé. En tout cas, ça va nous demander beaucoup d'énergie. Voilà, merci beaucoup. Et on va enchaîner avec la suite. Merci.